Bonjour, amateurs de terreur et de mystère, bienvenue sur Rêve d'horreur, votre portail vers le surnaturel, où des histoires terrifiantes prennent vie et où la nuit devient encore plus fascinante. Ici, nous explorons l'inconnu et plongeons dans les recoins les plus sombres de l'au-delà. Si vous êtes fan de bonnes histoires d'horreur et que vous adorez les récits glaçants, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un like pour aider nos vidéos à toucher d'autres passionnés de l'horreur et ainsi renforcer notre chaîne. Partagez avec vos amis et, si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous pour rejoindre notre famille. Votre interaction est essentielle pour la chaîne et je vous remercie d'avance pour votre précieux soutien. Maintenant, sans plus attendre, passons à la vidéo. C'était une froide nuit de novembre à Rouen, une ville historique de Normandie, connue pour ses rues pavées et sa cathédrale imposante, qui semble garder des secrets dans chaque pierre. Je m'appelle André, et voici une histoire que je n'ai jamais racontée publiquement auparavant. J'ai travaillé pendant de nombreuses années comme détective privé, spécialisé dans les affaires que les autorités considéraient comme résolues. Ma partenaire, Amélie, et moi partageons une curiosité presque morbide pour les mystères. Nous avons toujours été méticuleux, sceptiques, mais avec un goût pour les histoires qui défient la logique. Tout a commencé par un appel anonyme que j'ai reçu un matin pluvieux. Le ton de la voix de l'homme était urgent, mais contrôlé, comme s'il essayait de garder un secret qui était sur le point d'exploser. Il nous a demandé d'enquêter sur la mort de Claire Leclerc, une femme retrouvée sans vie dans un hôtel de la ville. Selon lui, la police avait rapidement clos l'affaire, attribuant le décès à des causes naturelles. Quelque chose dans sa manière de parler m'a intrigué. Et bien sûr, Amélie n'a pas résisté à l'idée d'une enquête qui pourrait être plus qu'elle n'en avait l'air. Nous sommes allés directement à l'hôtel de la Seine, un établissement modeste près du fleuve. L'endroit dégageait une atmosphère lourde, comme si les murs absorbaient des années d'histoire tragique. Le directeur, un homme maigre et pâle nommé Philippe, nous a accueillis avec un sourire nerveux. Il semblait hésiter à parler de Claire, mais nous avons réussi à le convaincre de nous montrer la chambre où elle avait été retrouvée. La chambre 206, simple, mais étrangement claustrophobique. Les meubles étaient disposés de manière impeccable, comme si rien de traumatique ne s'était produit là. Amélie a commencé à prendre des photos, tandis que j'examinais l'environnement. Il n'y avait pas de signe évident de lutte, mais quelque chose n'allait pas. C'était difficile à expliquer, mais il y avait un malaise dans l'air, comme si nous étions observés. Philippe mentionna, presque comme une confession, que Claire avait parlé d'un visiteur nocturne avant sa mort. Il rit nerveusement en disant cela, mais ses mains tremblaient visiblement. Avant que nous partions, il suggéra que nous parlions à l'un des policiers qui avait enquêté sur l'affaire, l'inspecteur Jean-Luc Boucher, maintenant à la retraite. Nous avons retrouvé Jean-Luc dans un bar appelé le Vieux Carré, un endroit chaleureux au centre de la ville, avec du bois sombre et une lumière tamisée. C'était un homme robuste, au regard fatigué, mais toujours alerte. Lorsque nous avons mentionné Claire, il est resté silencieux un moment, avant de pousser un long soupir. « Vous devriez laisser tomber », nous dit-il, presque comme un avertissement. Il y a des choses qui ne doivent pas être déterrées. Cette phrase n'a fait qu'alimenter notre curiosité. Après quelques insistances, il admit que la mort de Claire le perturbait. Selon lui, son corps avait été retrouvé dans une position inhabituelle, presque comme si elle se défendait contre quelque chose d'invisible. Il n'y avait pas de marque de violence, mais l'expression sur son visage était d'une terreur pure. Ce soir-là, tandis qu'Amélie et moi discutions de l'affaire dans un petit café, elle évoqua quelque chose qu'elle avait trouvé lors de ses recherches. D'autres morts dans le même hôtel, toutes attribuées à des causes naturelles, mais avec des détails inquiétants. Le dénominateur commun, toutes les victimes avaient signalé des événements étranges avant de mourir. Nous avons décidé de passer la nuit à l'hôtel de la Seine, dans la même chambre que Claire. C'était risqué, mais nous avions l'impression que c'était la seule manière de comprendre ce qui s'était réellement passé. La nuit a commencé calmement. Amélie était assise à la table, révisant ses notes,
tandis que je passais en revue les photos qu'elle avait prises. Vers minuit, j'ai commencé à ressentir un léger vertige, comme si l'air dans la chambre devenait plus lourd. Amélie semblait également mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. C'est alors que nous avons entendu le premier bruit. Un grincement venant du couloir, lent et méthodique. Ce n'était pas comme quelqu'un marchant, mais plutôt comme quelque chose traînant. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte, mais le couloir était vide. Seul le bruit lointain du fleuve à l'extérieur remplissait le silence. Lorsque je suis revenu, Amélie était debout au milieu de la chambre, plus pâle que je ne l'avais jamais vue. « André, regarde ça », dit-elle, en pointant du doigt la table. Il y avait une marque qui n'était pas là avant. C'était comme une main, mais ce n'était pas humain. Elle était plus grande, avec des doigts longs et fins, et semblait brûler à la surface du bois. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à expliquer. Les lumières ont clignoté et l'atmosphère est devenue glaciale, comme si nous étions en plein hiver. La porte du placard a commencé à s'ouvrir lentement, grinçant comme si elle voulait nous obliger à regarder à l'intérieur. Je voulais croire qu'il s'agissait d'un trucage, peut-être un problème électrique ou du vent, mais il n'y avait aucune explication logique. Amélie agrippa mon bras, ses yeux fixés sur le placard. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-elle, et pour la première fois depuis des années, je vis la peur pure sur son visage. Je ne vais pas mentir. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Nous n'étions pas simplement des observateurs essayant de résoudre un mystère. Nous étions au cœur de celui-ci. Et quoi que ce soit, il ne voulait pas que nous soyons là. La tension dans la chambre était presque insupportable. Je me suis forcé à marcher jusqu'au placard. Chaque pas semblait peser des tonnes, comme si quelque chose d'invisible essayait de me tirer en arrière. Lorsque j'ai enfin ouvert la porte, elle a grincé d'une manière qui fit résonner le bruit dans toute la chambre. À l'intérieur, rien que le vide sombre. Mais l'odeur, elle était forte, un mélange de brûlé et de quelque chose de pourri. Amélie tenait sa caméra, pointée vers le placard, mais ses doigts tremblaient tellement que l'objectif peinait à rester stable. « Prends une photo », lui dis-je, ma voix plus ferme que ce que je ressentais à l'intérieur. Elle obéit. Le flash éclaira l'intérieur pendant une fraction de seconde, et nous avons retenu notre souffle, espérant que quelque chose serait révélé. Rien. Juste le vide sombre qui était déjà là. « Ça n'a pas de sens », murmura-t-elle en regardant l'écran de l'appareil. La photo montrait le placard vide, mais il y avait une tache indistincte dans le coin supérieur droit. Amélie rapprocha l'image. C'était comme une silhouette. Quelque chose d'indéfini, mais perturbant. C'était comme si la forme était là, mais sans vraiment l'être. « Nous devons partir d'ici, André. C'est au-delà de ce que nous pouvons expliquer, » dit-elle d'une voix basse, mais pleine d'urgence. Je voulais être d'accord. Tout en moi criait que nous devions partir. Mais en même temps, je savais que si nous fuyions cette nuit-là, nous ne comprendrions jamais ce qui se passait. Je la regardais, essayant de trouver du courage dans ses yeux. Encore un peu. Nous devons découvrir ce qui est vraiment arrivé à Claire. L'aube avançait et l'air semblait de plus en plus lourd à chaque minute. Vers 3 heures du matin, Amélie décida de réécouter les enregistrements audio qu'elle avait laissés allumés pendant que nous étions dans la chambre. Elle mit ses écouteurs et commença à écouter, mais elle les arracha rapidement, me regardant avec une terreur que je n'avais jamais vue auparavant. « Écoute ça », dit-elle, sa voix tremblante. Je mis les écouteurs et appuyai sur lecture. L'audio commença avec les bruits habituels. Nos pas, le bruit occasionnel de quelque chose dans le couloir, mais ensuite, une voix. Ce n'était pas humain. Elle était grave et rauque, comme si quelque chose venait d'un puits profond. Elle n'aurait pas dû revenir. Je répétais l'audio plusieurs fois, essayant de comprendre la signification de cette phrase. Amélie était assise au bord du lit, les mains couvrant son visage. « André, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre. » Claire savait quelque chose. Elle était impliquée d'une manière ou d'une autre avec ce que ce soit cela. Alors que nous discutions de ce que nous devions faire, quelque chose se produisit. La porte de la chambre, que nous avions verrouillée avant de nous asseoir, s'ouvrit brusquement, frappant contre le mur. Nous restâmes figés, incapables de réagir pendant quelques secondes. La seule chose qui traversait mon esprit était
Nous ne sommes pas seuls. Je pris une lampe de poche et marchai vers le couloir. Amélie juste derrière moi. L'endroit semblait avoir changé. Les murs, qui étaient auparavant à peine usés, semblaient maintenant marqués, comme si quelque chose les avait griffés. Le bruit du fleuve, qui était censé être apaisant, semblait désormais lointain, étouffé. Soudain, nous aperçûmes une silhouette au bout du couloir. C'était une femme. Elle était de dos, immobile, comme si elle regardait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. « Claire ?» murmura Amélie, ne croyant pas ce qu'elle voyait. « Ça ne peut pas être !» répondis-je, presque sans voix. La silhouette ne bougea pas. Elle resta là, figée. Nous décidâmes de nous approcher, chaque pas plus prudent que le précédent. Lorsque nous fûmes à quelques mètres, la femme tourna son visage. Ce n'était pas Claire. C'était quelque chose de déformé. Les yeux étaient enfoncés, la peau pâle et tendue comme du papier. Amélie cria, et à cet instant, les lumières du couloir commencèrent à clignoter. La silhouette disparut, mais le bruit de pas précipités résonna, comme si quelqu'un courait dans l'hôtel. Nous retournâmes dans la chambre, verrouillant la porte, mais nous savions que cela n'avait aucune utilité. Ce n'était pas quelque chose de physique. Amélie se mit à chercher frénétiquement des informations sur Claire sur son ordinateur portable. Nous découvrîmes qu'elle était devenue obsédée par une série de morts dans le même hôtel au cours des années précédentes, toutes avec des circonstances similaires. Elle croyait que quelque chose ou quelqu'un pourchassait les victimes. « Et si elle avait raison ?» demanda Amélie, me regardant avec désespoir. « Et si ce qui a tué Claire venait maintenant après nous ?» Le matin arriva enfin, et avec lui, un peu de soulagement. La lumière du jour rendait tout moins menaçant. Nous décidâmes de quitter l'hôtel et de revenir plus tard, avec plus de matériel et un plan plus clair. Avant de partir, je remarquai quelque chose sur le miroir de la chambre. Un message écrit, comme si quelqu'un l'avait tracé avec un doigt mouillé. « Ils savent que vous êtes ici. » Cette phrase résonne encore dans mon esprit aujourd'hui. Nous quittâmes l'hôtel sans échanger beaucoup de mots. Le poids de ce que nous avions vu était insupportable, et toute tentative de discuter semblait absurde à la lumière du jour. Le soleil, cependant, ne dissipait pas l'écho de ce message dans le miroir. « Ils savent que vous êtes ici. » Amélie conduisait, les mains serrées sur le volant comme si c'était sa dernière ligne de défense. Le silence dans la voiture était presque aussi oppressant que l'atmosphère dans l'hôtel. Finalement, nous nous arrêtâmes dans un petit café à Rouen, une ville voisine. L'odeur du café frais et des croissants aurait dû être réconfortante, mais je n'arrivais pas à me détendre. En attendant nos commandes, Amélie sortit à nouveau son ordinateur portable. « Il y a quelque chose qui n'a pas de sens, André, » dit-elle, les yeux fixés sur l'écran. Claire n'enquêtait pas seulement sur ses morts. « Regarde ça. » Elle tourna l'écran vers moi, montrant une série d'articles anciens liant l'hôtel à des disparitions et des événements inexplicables datant de plusieurs décennies. « C'est comme si cet endroit était maudit, » murmurai-je, passant la main sur mon visage. Chaque nouvelle information rendait la situation encore plus perturbante. Les victimes n'avaient aucune connexion apparente, sauf le fait qu'elles s'étaient toutes logées dans la même chambre, la 203, la chambre que nous avions choisie. Pourquoi elle serait restée là en sachant ça ? demandai-je. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Peut-être qu'elle voulait découvrir ce qui se passait, répondit Amélie, mais sa voix portait des doutes. Ou peut-être, elle pensait qu'elle était en sécurité. Nous terminâmes notre café et décidâmes d'aller à la station de police locale. Nous devions vérifier les dossiers de Claire et des autres affaires. Un officier fatigué nous accueillit et à contre-cœur, nous permit de consulter quelques rapports archivés. Les premières morts étaient presque toutes classées comme suicides, mais la description des corps indiquait autre chose.
Des personnes retrouvées dans des positions étranges avec des expressions de terreur pure figées sur leur visage. D'autres avaient simplement disparu, laissant tous leurs effets personnels dans l'hôtel. « Et Claire ?» demandai-je à l'officier. Il soupira avant de répondre. « Suicide, comme les autres. Elle s'est jetée dans le fleuve. » Amélie et moi nous échangeâmes un regard. Cela n'avait aucun sens. Claire était une nageuse expérimentée et le courant à cet endroit n'était pas assez fort pour l'emporter. Quelque chose ou quelqu'un l'a jetée là. Nous retournâmes à la voiture, maintenant convaincus qu'il y avait quelque chose de plus en jeu. La ville semblait plus grise, comme si elle savait les secrets qu'elle cachait. « Nous devons revenir », dit enfin Amélie. « Amélie, tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas si c'est sûr. Si nous ne revenons pas, nous ne comprendrons jamais. Claire n'aurait pas abandonné. Nous ne pouvons pas non plus. » Cette nuit-là, nous retournâmes à l'hôtel avec du matériel improvisé. Des lampes de poche, des enregistreurs vocaux, même un vieux crucifix qu'Amélie insista pour apporter. Le réceptionniste nous regarda étrangement, mais ne dit rien. Quand nous montâmes les escaliers, je ressentis un étrange froid dans mon estomac. C'était comme si le bâtiment lui-même savait que nous étions de retour. Dans le couloir, la lumière était faible, clignotant occasionnellement. Le tapis rouge semblait plus sombre, presque marron, comme s'il absorbait quelque chose d'autre que de la poussière. Lorsque nous ouvrîmes la porte de la chambre 203, l'odeur revint, plus forte qu'auparavant. Cette fois, Amélie commença à prendre des photos de tous les coins de la chambre, pendant que je réglais l'enregistreur. Nous avons allumé l'équipement et posé des questions simples. « Qui est ici ? Que s'est-il passé avec Claire ? Pourquoi faites-vous ça ?» Pendant quelques minutes, rien ne se passa. Le silence était presque assourdissant. Puis un bruit faible commença à remplir l'espace. Il ne venait pas de l'extérieur, mais de l'enregistreur lui-même. Je vérifiai l'appareil. La lumière clignotante indiquait qu'il y avait une interférence dans le signal. Soudainement, la porte de l'armoire claqua violemment, nous faisant tous les deux sursauter. Amélie tenait fermement la caméra, mais elle n'arrivait pas à bouger. Je m'approchai de la porte, et prenant une grande inspiration, l'ouvris à nouveau. Cette fois, il y avait quelque chose à l'intérieur. Un morceau de papier jauni. Je pris le papier avec précaution. C'était une page arrachée d'un livre, avec des mots griffonnés en vieux français. La traduction était quelque chose comme « Les morts protègent ce qui leur appartient ». « Protéger quoi ?» murmura Amélie derrière moi. Avant que je puisse répondre, le bruit du fleuve devint audible. Mais ce n'était pas un son naturel. Il était dense, presque étouffant, comme si quelque chose était pris sous la surface de l'eau. Soudainement, nous entendîmes des pas dans le couloir. Lentement, nous nous approchâmes de la porte, guettant par la fente. Le couloir était vide. Mais lorsque je regardais de l'autre côté, je vis quelque chose qui me fit geler. Une silhouette se tenait au bout du couloir. Ce n'était pas celle que nous avions vue auparavant. Celle-ci semblait masculine, grande, portant un vieux costume. Il ne bougeait pas, mais je savais qu'il nous observait. Nous fermâmes la porte et reculâmes dans le fond de la chambre. L'air était dense, presque irrespirable. Amélie commença à prier doucement, tandis que j'essayais de me concentrer. L'enregistreur était toujours allumé, captant des bruits que nous ne pouvions pas entendre à l'œil nu. « Il est ici », dit-elle en pointant le miroir. Dans le reflet, la silhouette était juste derrière nous. Quand nous nous retournâmes, la chambre était vide. L'air dans la chambre semblait plus lourd à chaque seconde. Le miroir était désormais vide, mais la sensation que quelqu'un nous observait était inévitable. Amélie tremblait légèrement, tenant le crucifix comme si sa vie en dépendait. « Essaie de te concentrer, André. Nous devons comprendre ce qui se passe ici avant que quelque chose de pire ne se produise, dit-elle d'une voix presque inaudible. Je m'approchai de l'enregistreur, qui continuait à émettre des sons de basse fréquence. C'était comme si des voix lointaines tentaient de percer la barrière de la réalité. Je pris le papier trouvé dans l'armoire et l'examinai à nouveau. Les mots écrits à la main avaient une calligraphie ancienne, comme si cela datait d'un autre siècle. Que signifie protéger ? Et pourquoi cet hôtel attire-t-il autant de désespoir ? Demandai-je, plus pour moi-même que pour Amélie.
Cependant, elle semblait plongée dans une autre réflexion. Avec son téléphone, elle cherchait des informations sur le texte du papier. Après quelques minutes, elle leva les yeux et dit « Ce type d'écriture remonte au XIXe siècle. C'était courant dans les manuscrits religieux et les rituels de protection. Ça pourrait être quelque chose de symbolique ou un avertissement. » Un avertissement. Ce mot résonna dans mon esprit comme une sentence. Nous n'étions pas face à une simple manifestation ou une coïncidence. Quelque chose de profondément enraciné dans le passé de cet endroit cherchait à être compris, ou peut-être évité. Nous décidâmes de sortir de la chambre un moment, d'essayer d'organiser nos pensées dans un autre environnement. Le couloir semblait plus long qu'auparavant, et chaque pas résonnait lourdement. Lorsque nous arrivâmes à la réception, le réceptionniste nous regarda de façon étrange, mais resta silencieux. Dehors, la nuit était tombée. Les rues de Rouen étaient désertes, à l'exception d'une ou deux voitures qui passaient lentement. Amélie suggéra que nous allions à la bibliothèque municipale pour essayer de trouver quelque chose sur l'histoire de l'hôtel. C'était une meilleure idée que de retourner dans la chambre à ce moment-là. La bibliothèque était un vieux bâtiment, avec de grandes fenêtres et une atmosphère solennelle. Bien qu'il soit tard, elle était ouverte, ce qui nous surprit. Une bibliothécaire âgée nous accueillit avec un sourire poli, mais fatigué. « Nous cherchons des informations sur un ancien hôtel, le Grand Hôtel de l'Écluse », expliquai-je. En entendant le nom, le sourire de la femme disparut. Pendant un instant, elle sembla perdue dans ses pensées, mais se ressaisit vite. « Cet endroit a une histoire sombre. Suivez-moi. » Elle nous conduisit à une section où les archives historiques de la ville étaient organisées. Beaucoup de gens évitent d'en parler. On dit que ce bâtiment a été construit sur des terres déjà considérées comme maudites. Avant l'hôtel, il y avait une maison appartenant à une famille riche, les Duval. Ils ont disparu mystérieusement en 1873. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et après cela, demanda Amélie en prenant des notes rapidement dans son carnet. La maison fut démolie et l'hôtel fut construit au début du XXe siècle. Depuis, des histoires de tragédies, de disparitions et d'autres choses ont commencé à circuler. On dit que l'endroit cache quelque chose qui ne devrait pas être dérangé. La femme ne semblait pas disposée à entrer dans plus de détails, mais elle suggéra que nous consultions les vieux journaux pour plus d'informations. Nous passâmes des heures à feuilleter les archives, trouvant des gros titres perturbants. Une famille disparaît dans des circonstances mystérieuses. Un client du Grand Hôtel retrouvé mort dans une chambre verrouillée. Des récits d'activités inexplicables dans un hôtel local intriguent les enquêteurs. Le chemin était clair. Il y avait quelque chose dans ce bâtiment qui était plus qu'un simple point de connexion pour les tragédies. Il semblait attirer le pire type d'énergie, comme s'il se nourrissait de la douleur de ceux qui y séjournaient. Il était déjà bien après minuit lorsque nous décidâmes de revenir. La ville était silencieuse et la tension entre nous était palpable. En entrant dans l'hôtel, nous remarquâmes quelque chose d'étrange. Le hall, qui était éclairé auparavant, était maintenant dans l'obscurité, à l'exception d'une lampe vacillante dans un coin. « Ce n'était pas comme ça quand nous sommes partis », murmurai-je, tenant la lampe de poche. Le réceptionniste n'était pas à son bureau. Je regardais autour de nous, mais l'endroit semblait vide. Amélie pointa vers les escaliers. « André, allons vite à la chambre. Nous devons écouter l'enregistreur et analyser les photos. » Nous montâmes prudemment, chaque marche craquant sous nos pieds. Lorsque nous arrivâmes dans le couloir, je ressentis une pression sur la poitrine, comme si quelque chose d'invisible tentait de m'empêcher d'avancer. Amélie ouvrit la porte de la 203 et nous entrâmes. La chambre était exactement comme nous l'avions laissée, mais l'atmosphère semblait encore plus lourde. Nous fermâmes la porte derrière nous, et Amélie commença à revoir les photos dans la caméra. « Regarde ça », dit-elle, en tournant l'écran vers moi. Sur l'une des images, prise dans le miroir, il y avait une silhouette clairement visible. Ce n'était pas la même que dans le couloir. Cette fois, c'était une femme, avec des cheveux longs couvrant une partie de son visage et une robe ancienne, tachée. Ça ne peut pas être réel, murmurai-je, essayant de comprendre ce que je voyais. Avant que nous puissions en discuter davantage,
le dictaphone s'alluma tout seul. La bande tournait à grande vitesse, émettant des sons déformés et incompréhensibles. Puis, tout s'arrêta. Un silence assourdissant envahit la chambre. Soudain, un coup fort vint de la fenêtre, faisant sursauter tous les deux. Quand nous avons regardé, il n'y avait rien dehors. Seulement l'obscurité de la nuit. Amélie prit à nouveau le crucifix, la main tremblante. André, quoi que ce soit, ça devient de plus en plus fort. Et pour la première fois, je sentis que nous ne sortirions peut-être pas indemnes de cet endroit. La tension dans la chambre était suffocante. Le sentiment d'être observé n'était plus seulement une intuition, c'était presque palpable. Je pris le dictaphone, qui était maintenant inerte, et vérifiai la bande. Elle était intacte, mais quelque chose me disait que l'enregistrement contenait plus que des sons banals. « Écoutons ça maintenant », proposai-je, en m'asseyant sur le lit. Amélie semblait réticente, mais hocha la tête, tenant fermement le crucifix entre ses doigts. Je mis la bande en marche, et les premières secondes furent seulement un silence. Puis, les bruits commencèrent. Des pas traînants, une porte qui se fermait au loin, et ensuite, une voix, grave et étouffée comme venant d'un endroit très lointain. Il était impossible de comprendre les mots, mais le ton portait une urgence perturbante. Amélie se pencha un peu plus près, les yeux fixés sur le dictaphone. « André, ça ressemble à quelqu'un qui demande de l'aide. » Avant que je ne puisse répondre, la voix dans l'enregistrement devint plus claire, comme si elle franchissait une barrière invisible. Fuse, avant qu'il ne soit trop tard. Ma respiration se coupa. La bande s'arrêta brusquement et le dictaphone se coucha tout seul. Nous nous regardâmes, tous deux essayant de comprendre ce que nous venions d'entendre. « Ça n'a aucun sens », dit Amélie, brisant le silence. « Pourquoi quelqu'un nous avertirait-il de partir? Et pourquoi maintenant ?» Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Les rues étaient encore désertes et le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. J'essayais de trouver une logique, mais tout semblait échapper à la raison. Peut-être, ce n'est pas quelqu'un. Peut-être que c'est autre chose. Amélie baissa les yeux sur le crucifix, comme si elle essayait d'y trouver de la force. Quoi que ce soit, il ne veut pas que l'on reste ici. Avant que nous puissions en discuter davantage, il y eut un coup fort à la porte. Nous figeâmes tous les deux. Ce n'était pas un coup ordinaire, il était insistant, presque désespéré. Je pris la lampe de poche et m'approchai lentement, faisant signe à Amélie de rester derrière moi. « Qui est là ?» demandai-je, la voix plus ferme que je ne l'avais imaginé. Silence. Mais le coup continua, comme si quelque chose ou quelqu'un était déterminé à entrer. Je respirais profondément et tournai la poignée de la porte. De l'autre côté, le couloir était vide. Amélie s'approcha, regardant de chaque côté. Ce n'est pas possible. Il y avait quelqu'un ici. Mais il n'y avait personne. Seulement le couloir mal éclairé, avec l'air lourd et une étrange sensation de malaise. Je refermai la porte, la verrouillant cette fois. « Ça va trop loin », murmurai-je. « On doit partir d'ici, au moins pour aujourd'hui. » Amélie acquiesça rapidement et nous commençâmes à rassembler nos affaires. Cependant, avant que nous ayons pu finir, toutes les lumières de la chambre s'éteignirent. Nous nous retrouvâmes dans l'obscurité, avec seulement la faible lumière de la lampe de poche. Et alors, ça commença. Des pas lourds au plafond, comme si quelqu'un marchait d'un côté à l'autre. Le bruit était fort et rythmé, mais le pire, c'est que nous étions au dernier étage de l'hôtel. Il était impossible que quelqu'un soit au-dessus de nous. « Ce n'est pas possible », chuchota Amélie, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas humain », répondis-je, en essayant de garder mon calme. Les pas se intensifièrent comme si ce qui était au-dessus de nous savait que nous étions sur le point de fuir. Soudain, ils s'arrêtèrent. Le silence qui suivit était si absolu qu'il en devenait presque douloureux. Puis quelque chose tomba du plafond, directement sur le sol de la chambre. Un petit objet enveloppé de poussière. Amélie s'approcha, hésitante, et saisit l'objet avec précaution. « C'est une clé », dit-elle, la tenant sous la lumière de la lampe de poche. La clé était ancienne, rouillée, mais portait le numéro 107 gravé dessus. Amélie et moi nous échangeâmes un regard, tous deux conscients que ce numéro n'avait aucun sens. L'hôtel n'avait que 3 étages, et la chambre 107 n'existait pas sur le plan. « Cette clé ne vient pas d'ici », conclut Amélie. «
Mais elle veut que nous la trouvions. Trouver quoi ? Demandai-je, un frisson courant dans mon dos. Avant qu'elle ne puisse répondre, le dictaphone se remit en marche, émettant un bruit fort et assourdissant. Cette fois, il n'y avait pas de voix, seulement un bruit répétitif, comme si quelque chose traînait. Était-ce un avertissement ou un piège ? La sensation d'être guidé par quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre était insupportable. « Partons maintenant », dit Amélie, se dirigeant déjà vers la porte. Mais, en tournant la poignée, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas l'ouvrir. La porte était verrouillée et la clé avait disparu. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, en essayant de rester calme. Mais au fond de moi, je savais que nous étions exactement où cela nous voulait. Amélie et moi, nous regardâmes, la tension montant comme une corde prête à se rompre. La porte verrouillée et la clé disparue laissaient entendre que quelque chose ou quelqu'un contrôlait la situation. « Ce n'est pas juste une coïncidence », murmurai-je, faisant un pas en arrière tout en regardant autour de moi. La chambre semblait différente, comme si les ombres étaient devenues plus denses, plus vivantes. Amélie s'approcha de la fenêtre, essayant de voir s'il y avait une issue alternative. Mais ce qu'elle aperçut dehors fit pâlir son visage. « André ? Regarde ça. » Je m'approchai d'elle et regardai. La rue que nous avions observée plus tôt était différente. Les lampadaires étaient éteints et la brume semblait avoir tout englouti. Il n'y avait ni voiture, ni personne, ni aucun signe de vie. Juste un vide suffocant. On est piégé. Quoi que ce soit qui fasse ça, il veut nous garder ici, conclut Amélie, tenant toujours le crucifix comme une ancre. Mon esprit s'emballait, cherchant une explication logique, mais chaque tentative tombait dans le vide. J'ai pris la lampe de poche et éclairé à nouveau la chambre. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le mur, près de la tête de lit. « Ça a été là avant ?» ai-je demandé en pointant ce qui semblait être des marques gravées dans le plâtre. Amélie s'est approchée, examinant attentivement. Les marques formaient des symboles qui n'avaient pas de sens au premier abord. Certains semblaient être des chiffres, d'autres des lettres désordonnées. Mais il y avait quelque chose de perturbant dans leur disposition. C'était comme un code, ou un avertissement. Peut-être que la clé fait partie de tout ça, a suggéré Amélie. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Avant que nous puissions enquêter davantage, nous avons entendu un bruit qui semblait venir de l'intérieur de la chambre. Il était faible, comme un grincement, mais suffisamment pour accélérer nos battements de cœur. Nous avons tourné en même temps vers le placard. « Ce n'est pas possible », ai-je murmuré. Le placard était fermé, mais quelque chose à l'intérieur semblait bouger. Le grincement continuait, irrégulier, comme si quelque chose essayait de sortir. Amélie s'est approchée prudemment, les pas hésitants. « Et si c'était un rat ?» a-t-elle suggéré, mais sa voix trahissait sa tentative de rationaliser. « Je pense qu'un rat ne ferait pas ça ?» ai-je répondu en pointant la poignée du placard qui tournait lentement, comme si une main invisible était en train d'ouvrir la porte. Nous sommes restés paralysés, mais avant que la porte ne puisse s'ouvrir complètement, un bruit fort interrompit le moment. C'était encore le dictaphone. La bande tournait à grande vitesse, émettant des crépitements aigus. Nous avons couru vers lui et Amélie a arrêté l'appareil. « Ça nous guide », a dit-elle me regardant avec un mélange de peur et de détermination. « Il joue avec nous, André. »« Mais pourquoi ? Et que veut-il que nous fassions ?» ai-je demandé, sentant la frustration m'envahir. Avant que nous puissions discuter davantage, la porte du placard s'est ouverte violemment, frappant le mur. La lampe de poche a éclairé l'intérieur, révélant rien. Le placard était vide, mais le froid qui s'était propagé dans la chambre indiquait que quelque chose en était sorti. « Il faut qu'on sorte d'ici », ai-je insisté en regardant Amélie. Elle a secoué la tête. « On ne peut pas. Si ça nous retient ici, il y a quelque chose qu'on doit découvrir avant de pouvoir partir. » Nous avons regardé à nouveau les symboles sur le mur. Le motif commençait à avoir du sens. Il y avait des chiffres qui semblaient indiquer des coordonnées ou peut-être un code de coffre. Le nom Lucie était gravé à côté en lettres minuscules. « Lucie ?» a répété Amélie en fronçant les sourcils. « C'est le nom de la femme qui est morte ici, non ? La journaliste ? » « Oui », ai-je répondu, me souvenant des reportages que nous avions lus.
Elle a été retrouvée morte dans cette chambre. Tu crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose? Je ne sais pas, mais on doit le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Tout à coup, l'air dans la chambre devint plus lourd et les lumières de la lampe de poche commencèrent à clignoter. Un bourdonnement grave et constant envahit l'espace, comme si quelque chose approchait. Amélie, quoi que ce soit, c'est prêt, ai-je averti, en serrant sa main fermement. Elle m'a regardé, les yeux brillants de détermination. Alors allons jusqu'au bout. Les lumières ont clignoté une dernière fois avant de s'éteindre complètement. La chambre fut plongée dans une obscurité presque palpable et le bourdonnement grave semblait provenir de toutes les directions. Amélie et moi sommes restés immobiles, respirant difficilement, tandis que l'air autour de nous semblait vibrer. « Amélie, on doit partir d'ici maintenant », ai-je dit en essayant de garder ma voix ferme, mais même moi je pouvais y entendre un tremblement. « Attends », elle a murmuré en pointant les symboles sur le mur. « André, regarde !» À la faible lumière de la lampe de poche, nous avons vu que les marques avaient changé. Les lettres et les chiffres semblaient se déplacer comme si elles étaient écrites par des mains invisibles, se réarrangeant devant nos yeux. « C'est un message », ai-je murmuré, observant les mots se former. « Aidez-moi à reposer en paix. » Avant que nous puissions réagir, la porte de la chambre s'est ouverte dans un fracas. Le couloir était illuminé par une lumière froide et bleuâtre qui semblait émaner d'un point lointain. Quelque chose nous appelait vers là-bas. « Tu as vu ça ?» ai-je demandé, mais Amélie était déjà devant, se dirigeant vers la porte ouverte. Je l'ai suivie, tandis que la tension dans l'air augmentait à chaque pas. Lorsque nous sommes arrivés dans le couloir, nous avons réalisé que ce n'était pas le même que celui que nous avions parcouru auparavant. Les murs étaient couverts de photographies anciennes, toutes avec des visages qui semblaient familiers, mais inquiétants. « Ce sont les victimes », a dit Amélie en touchant l'une des images. « Tous ceux qui sont morts ici. » Au bout du couloir, une silhouette s'est formée dans la lumière bleuâtre. C'était une femme, d'apparence translucide, avec des yeux pleins de tristesse. Nous l'avons reconnue immédiatement. C'était Lucie. « Elle veut nous dire quelque chose », a murmuré Amélie en faisant un pas en avant. « Aidez-moi. » La voix de Lucie était basse, presque un gémissement, mais elle portait un poids qui faisait accélérer nos cœurs. « Que veux-tu » a demandé Amélie, la voix ferme, mais avec un peu de compassion. Lucie leva la main, pointant quelque chose derrière nous. Lorsque nous nous sommes retournés, nous avons vu une porte qui n'était pas là auparavant, avec des marques identiques à celles du mur. Le message était clair, nous devions entrer. Nous avons poussé la porte, révélant une petite pièce pleine d'objets personnels. Des carnets, des découpages de journaux et au centre, une petite boîte en bois. Au moment où Amélie toucha la boîte, la silhouette de Lucie est apparue à nouveau. « Mon meurtrier est ici », dit-elle avec une voix plus forte cette fois. « Meurtrier ?» ai-je demandé, confus. « Mais tu ne t'es pas suicidé ?» Lucie a secoué la tête, des larmes coulant sur son visage pâle. Ils ont fait en sorte que ça paraisse ainsi, mais il est toujours là. Prisonnier comme moi. Le froid dans la pièce s'est intensifié et soudainement, nous avons entendu des pas lourds derrière nous. Nous nous sommes retournés pour voir une silhouette masculine sombre, avec des yeux brillants comme des charbons ardents. C'était comme si l'obscurité elle-même avait pris forme. « Vous ne devriez pas être ici », dit la silhouette, d'une voix gutturale et menaçante. Amélie serra ma main avec force. « C'est lui, André. C'est lui qui l'a tué. » L'entité s'avança et l'air autour de nous devint dense, rendant la respiration difficile. Je pensais que ce serait notre fin. Mais alors, la boîte dans les mains d'Amélie commença à briller d'une lumière dorée intense. « Utilise ça !» criai-je sans savoir exactement comment. Amélie ouvrit la boîte, révélant un médaillon ancien et brillant. Dès que la lumière toucha la silhouette sombre, elle poussa un cri horrible et commença à se désintégrer comme de la fumée balayée par un vent violent. Lucie apparut à nouveau, cette fois souriant avec gratitude. « Merci », dit-elle doucement. « Maintenant, je peux reposer en paix. » Avec ces mots, sa silhouette disparut, et la chambre retrouva son état normal. Il n'y avait plus de brume, ni de froid, ni aucun signe de ce qui venait de se passer. Amélie et moi nous sommes regardés,
le silence remplissant l'espace où il y avait auparavant du chaos. Nous avons quitté l'hôtel sans nous retourner, portant la certitude que Lucie avait enfin trouvé la paix. Et que nous avions survécu à quelque chose que nous ne pourrions jamais oublier.